Salut, comment ça va ? Bienvenue pour ce nouvel épisode, je suis super contente de vous retrouver une fois de plus. Et juste avant de saluer Nathan, je voulais d'abord vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints et donc à nous écouter. Juste pour vous donner quelques infos, quelques stats, un ordre d'idées, on va atteindre bientôt les 50 000 écoutes, donc c'est une très belle progression en flèche, surtout ces dernières semaines. Et perso, ça me fait kiffer, ça me met du baume au cœur. Donc, mille merci et salut Nathan. Coucou, salut Violaine, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, j'avais juste besoin de régler mon micro, là, j'ai du mal à l'accrocher, à le fixer correctement sur ma chemise, mais je pense que ça va là. Ouais, on teste de nouveaux micros qui s'accrochent directement sur les vêtements. On appelle ça un micro cravate. On a déjà fait des tests. Normalement, le son est pas mal et c'est super pratique ensuite pour enregistrer. C'est plus commode, c'est plus agréable, notamment à l'extérieur. Mais là, je crois que c'est bon, ça marche, on m'entend bien là. Ça marche, tu es prêt et t'as l'air en forme. Tout va bien, en pleine forme. On a changé d'heure la semaine dernière, donc c'est génial pour moi, tu le sais. Ça y est, c'est l'heure d'été. On est passé à l'heure d'été, comme on dit. Il fait jour super tard, jusqu'à 20h, 20h30 chez nous, ici. Et j'adore ce changement de saison. La nuit est plus courte, les journées sont plus longues. Et ça sent le printemps ici en Europe, donc tout roule de mon côté. Et toi, Violaine, est-ce que tu t'es remise de la semaine qui vient de passer ? Parce qu'on peut le dire, elle était plutôt administrative cette semaine. Ouais, une semaine ou 10 jours même, ça fait quasiment 2 semaines en vrai qu'on est dans les papiers tous les deux. Je pense qu'on peut raconter un petit peu, ça pourrait peut-être vous intéresser, vous qui nous écoutez, pour savoir en fait comment ça se passe quand on crée une entreprise ou une société en France. Parce qu'on vous l'a dit avec Nathan dans l'épisode 35, la semaine dernière, on a lancé différentes offres, des programmes pour vous sur notre site internet. Et forcément, qui dit programme, tout ça, dit aussi nouvelle entreprise qu'on a dû créer. Et ça a amené son lot de formalités administratives, quoi. Ouais, notamment le rendez-vous avec le comptable qui a duré près de 2 heures, un peu plus de 2 heures même, je crois. Et c'est lui qui nous a expliqué comment faire, quel statut choisir pour l'entreprise en France. Parce qu'il y en a plusieurs des statuts qui sont complexes. Et si on est seul, si on est plusieurs à monter la boîte, à lancer la boîte, à lancer l'entreprise, en fait, c'est totalement différent, Violaine. Et puis après, c'est vrai qu'il nous a expliqué aussi tous les systèmes de taxes, les différents impôts, etc. Et en vrai, c'était compliqué, non ? Parce qu'il y a plein d'impôts, l'impôt sur la société, toutes les cotisations sociales, toutes les charges. Ouais. Un bordel. Et les charges, notamment 45% en France, en tout cas pour notre cas, pour notre entreprise. Il nous a parlé aussi d'une autre taxe, la TVA, la fameuse TVA, qui est la taxe sur la valeur ajoutée, et qui est de 20% là aussi pour les services. Donc il y avait plein de choses à comprendre. Ouais, à assimiler et à comprendre. Et ouais, la TVA, vous savez, c'est cette fameuse taxe dont on a déjà parlé. C'était dans l'épisode sur les impôts il y a quelques mois, ouais. C'était le numéro 10 ou 11, si je me souviens bien. Cette fameuse taxe, la TVA, que je juge, moi en tout cas personnellement, c'est mon avis, mais injuste, parce que tout le monde va payer la même, tout le monde paye la TVA, en tout cas le même montant, le même pourcentage, et quel que soit son revenu. Donc voilà, la TVA, les cotisations sociales, l'impôt sur la société, l'impôt sur le revenu ensuite, qui arrive après coup. Bref, donc voilà, on a appris qu'on allait payer pas mal d'impôts, en tout cas normalement, si tout va bien. Si tout va bien, parce que c'est vrai que ce serait bon signe si on paye tout ça, parce que ça voudrait dire que ça fonctionne, que ça marche, donc ça me dérange pas trop. Ouais, t'as raison de le préciser, ce serait plutôt bon signe. Après, il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé, Violaine, mais c'est que notre société, on a décidé de la baser en France. Ouais, vous le savez, on passe une partie du temps en Espagne et l'autre partie de l'année en France. On avait donc le choix, en fait, de domicilier notre boîte dans l'un des deux pays. Ouais, on a hésité, on a réfléchi. Et finalement, on a opté pour la France. Et je pense qu'on a fait le bon choix. Alors,
certes, c'est vrai, on va payer un peu plus d'impôts que si on dépendait du système espagnol, du fisc espagnol, comme on dit. Mais voilà, je crois que c'est plus logique, que c'est davantage en accord, en lien avec notre podcast. On y parle de la France, de la société française. C'est vrai. Et puis Donc ça tombait sous le sens. Et on est français. Donc c'est encore plus logique. Et si vous êtes allé jeter un œil à notre site internet frenchwithpanache.com, vous avez certainement remarqué les 3-4 petits mots écrits en petit là quand vous allez en bas de la première page, tout en bas de la page d'accueil. On a marqué en anglais, Violaine, je te laisse le prononcer. Non, à toi l'honneur. Proudly based in Marseille. Et les gens ont dû se demander pourquoi. J'imagine. Alors pourquoi ça ? Bah, tout simplement parce que déjà, on adore Marseille, on y a passé beaucoup de temps, on y va encore de temps en temps, on a quelques amis aussi dans le coin, de la famille un peu. Et moi, j'ai vécu 1 an à Aix-en-Provence, qui est juste à côté de Marseille, hein, une trentaine de minutes en voiture. Donc on a un lien avec Marseille. Ouais, donc on a décidé de baser la boîte à Marseille d'un point de vue administratif. En fait, quand on crée une entreprise, il faut mettre une adresse officielle. Et c'est vrai que quand on rentre en France, pour l'instant, on dort à droite, à gauche, une fois chez nos parents, une fois chez nos amis, une fois chez nos proches. Donc, on a trouvé une entreprise qui nous domicilie à Marseille. C'est-à-dire, en gros, tu la payes, hein, c'est pas grand-chose par an, c'est un petit abonnement et en échange, tu as une adresse officielle et ton courrier, ça c'est cool. Ton courrier, il peut arriver là-bas, donc tu y as accès et c'est quand même pratique. Donc voilà, si vous tapez maintenant French with Panache sur Internet, sur Google, vous allez trouver notre entreprise et vous allez tomber sur notre adresse qui est à Marseille, en France, hein, dans le sud-est de la France. Et donc, pas d'inquiétude, c'est bien normal. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas dormir ou habiter à cette adresse. Non. C'est juste administratif. Voilà, vous savez tout. Je pense qu'on a été clair. Si vous avez des questions sur ça ou sur autre chose, sur les offres qu'on propose, évidemment, écrivez-nous. On vous répondra. On le fait tout le temps. Et ça nous permet aussi une chose, c'est de savoir qui il y a derrière nos micros. Et ça, c'est toujours un plaisir aussi. C'est toujours un plaisir. On aime ça. Justement, on vous a parlé de notre entreprise, de notre société. Ça nous amène au sujet du jour. On a envie d'avoir une conversation tous les deux sur une question. Est-ce que les Français sont des entrepreneurs ? Simplement, on va essayer de répondre à cette question, de vous donner notre opinion sur ce sujet, parce qu'il y a pas mal de différences dans la mentalité avec d'autres pays. Donc, on avait envie d'en parler ensemble. Pour commencer, est-ce qu'on peut commencer avec une statistique ? Je crois que tu as trouvé quelque chose ? Ouais, c'est important de poser les bases et de répondre à cette question directement. Ouais, je suis tombé sur un article qui en parlait justement. C'était un article du Monde, là, il y a quelques semaines, voire quelques mois, je sais plus. Mais en gros, pour résumer, il y avait plein de chiffres, mais on va prendre le chiffre essentiel, le plus important. C'est qu'en fait, il y a en moyenne un Français sur 3 qui se trouve dans cette dynamique entrepreneuriale. C'est ce qu'on dit. Donc une dynamique un peu entrepreneuriale, c'est qu'il est en fait le Français, un Français sur 3, est soit chef d'entreprise, soit il est peut-être dans cette démarche de vouloir créer cette entreprise. En tout cas, il a un projet et voilà, il est dans cette volonté-là. Donc un Français sur 3 quand même, c'est environ un peu plus de 30%. Et donc ce sont des chiffres officiels. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que finalement en France, on est à peu près à égalité avec les États-Unis. Et on est au-dessus de la moyenne européenne, au-dessus de ce qui se fait par exemple en Allemagne ou même au Royaume-Uni. Et ça, c'était plutôt marquant. Surprenant, parce que c'est vrai qu'on peut avoir le stéréotype que les Français ne sont pas des entrepreneurs, mais bon, la tendance en tout cas actuelle, elle est un peu indéniable, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui entreprennent. Moi, j'ai vu une autre stat, chaque année, il y a en moyenne 7% en plus d'entreprises qui sont créées. Donc la tendance,
elle est là. Les Français sont des entrepreneurs, entreprennent de plus en plus. Et c'est vrai, après, il suffit d'allumer la télé, de regarder un journal à la télé, voilà, le 20h, le 13h, sur nos chaînes et voir qu'il y a plein de gens comme ça qui créent leur petite boîte, hein, leur entreprise, leur société. On connaît tous, on le voit, je l'ai vu sur les réseaux, par exemple, si tu vas sur Instagram, tu vas voir quelqu'un qui va te proposer peut-être de payer, de suivre ses cours de yoga. Donc cette personne, souvent, elle a créé sa société et c'est assez récent ça. J'ai d'autres exemples, hein. Moi, je connais par exemple dans l'ouest de la France, pas très loin de chez moi, enfin en tout cas de La Rochelle, quelqu'un qui a créé aussi récemment sa société pour faire des vélos en bambou, tu sais, la matière en bambou. Sympa. Donc là aussi, il est seul, il a créé son entreprise et ça concerne pas mal les métiers manuels, les jardiniers par exemple. Je connais quelqu'un Ouais, aussi. Les ce genre paysagistes. de choses. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est que maintenant, en fait, il n'y a pas de profil type dans l'entrepreneuriat. Alors, ça s'écrit entrepreneuriat, on le prononce entrepreneuriat. C'est vrai. Plus confortable, donc je précise. Ça s'écrit Voilà. EU, entrepreneur, mais en fait on dit entrepreneurial Ouais, dans c'est la, beaucoup plus facile à prononcer, en fait. ouais, dans la pratique. Mais c'est vrai qu'on est entouré. Moi, je sais pas toi, Violaine, mais moi par exemple, ma sœur, elle a créé son entreprise. Tu vois, récemment, ma belle-sœur, donc ma belle-sœur, c'est la copine de mon frère, elle a créé aussi son entreprise. Elle est architecte, mais elle est seule. Donc, Ma sœur aussi ta sœur a aussi. créé son cabinet d'avocat, si ça vous intéresse. Mais non, mais Euh, c'est intéressant. Mais c'est Ça prouve intéressant qu'il n'y a que pas de profil type et qu'il y a plein de gens. Ça peut être aussi bien dans les petits villages, quelqu'un qui va se lancer à son compte pour vendre ses produits, ou un citadin qui va quitter son CDI pour se lancer en freelance dans le consulting, je sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas de profil type. Il n'y a plus de profil type. Alors qu'avant, Mhm. on avait un peu un stéréotype sur l'entrepreneur. Avant, c'était un peu différent, non? Bah avant, j'ai toujours eu cette impression, en tout cas quand j'étais plus jeune, peut-être au début des années 2000 et même avant, que cette idée de lancer sa boîte, lancer son entreprise en France était plutôt mal vue, mal perçue. L'image était assez négative. Ouais, et puis le profil, même l'image était beaucoup plus masculine, beaucoup plus bling-bling un peu. Enfin, quand tu étais un entrepreneur, quand tu lançais ta boîte, On pensait peut-être directement à la grosse entreprise, à la ouais. multinationale. On imaginait, c'était évidemment un stéréotype, mais on imaginait à notre époque aussi. Et puis c'était l'image peut-être que les médias aussi nous donnaient, que nos profs, mon prof d'économie à l'époque au lycée aussi faisait de ce monde-là. Mais on imaginait les grosses entreprises avec des centaines d'employés, et puis voilà quelque chose un peu d'inaccessible, avec peut-être surtout des défauts et pas trop d'éléments positifs. Ouais, ou voilà, l'image du chef d'entreprise qui gagne énormément d'argent, de Ouais. pognon, de thunes et qui voilà, fait plein d'argent, qui est catalogué un peu comme quelqu'un directement de très riche qui s'enrichit au détriment d'autres personnes. Il y avait cette image un peu poussiéreuse, comme on dit, avec un peu vieillotte, voire démodée, avec ces patrons qu'on jugeait déconnectés. Et ça, c'est aussi peut-être à cause des médias, parce qu'on parlait de ces grandes affaires, de ces plans de licenciement où il y avait des entreprises qui licenciaient énormément de salariés, du chômage, des délocalisations aussi dans d'autres pays. Donc on avait un peu une image mauvaise, je trouve, des entreprises. Alors pour les grosses entreprises, mais aussi pour les moyennes entreprises. Et pour les moyennes entreprises, j'ai envie de dire que c'était un peu autre chose. Et là, peut-être plus lié à la culture française, à notre mentalité. C'est qu'en fait, bah, on est, nous, les Français, attachés à la sécurité de l'emploi. Et donc, il y a 20 ou 30 ans, on préférait, c'est vrai, se lancer dans une carrière en tant que salarié, plutôt que de prendre des risques aussi et de Exactement. monter sa boîte, de créer son entreprise. Et puis on l'a mentionné dans l'épisode des impôts, mais on a une grande tradition de l'État-providence qui en fait, bah voilà, comme tu dis, protège ses citoyens, Tout à fait. vont les rassurer dans le salariat avec beaucoup beaucoup de garanties, notamment des congés payés, des vacances, de la protection sociale, moins de risques. Et donc voilà, c'est un peu plus confortable. Autre chose que j'ai envie de mentionner sur pourquoi on avait peut-être cette image, et tu parles de culture, d'histoire. Je crois aussi que la Révolution française a beaucoup joué
dans notre mentalité, dans notre culture, même encore aujourd'hui. On a aboli les privilèges pendant la Révolution française, on a guillotiné le roi. Et je crois en fait qu'en France, on est profondément attaché à l'égalité. Et l'idée d'un chef d'entreprise qui s'en met plein les poches au détriment des petits salariés, bah, on n'aime pas, ou on n'aimait pas en tout cas. On n'aimait pas, et puis ouais, juste c'est vrai que quand même on était attaché, voilà, à cette égalité, et peut-être à avoir un salaire plus bas aussi, mais avoir des droits, sociaux, le salaire qui tombe à la fin du mois aussi, et puis voilà, mettre en avant plutôt la vie familiale, tout ce qui était extérieur, pouvoir aller voir ses amis à partir de 17h le soir, être tranquille pour le week-end, voilà, pas prendre de risques, avoir la sécurité de l'emploi. Et ça, c'était un petit refrain, une petite musique que j'ai beaucoup entendue moi dans mon enfance, dans mon entourage, à l'école, dans les médias, etc., tu vois. Ouais, avec toute l'idée de bien séparer sa vie pro, sa vie perso, et comme on le dit, d'avoir des garanties. Moi, je parlais de congés payés, mais il y a aussi le congé maternité, le congé maladie. Mais voilà pourquoi, en tout cas, on avait cette image avant. Ça a évolué au fil du temps. J'ai l'impression que ça a évolué, je dirais, je sais pas ce que t'en penses, mais je dirais que ça a évolué, que ça a changé, que ça a été modifié. Au début des années 2000, peut-être, il y a eu un tournant. Voilà, au début des années 2000, j'étais adolescent, et donc je me souviens que je commençais à suivre l'actualité autour de 2005, 2006, 2007, et de plus en plus, voilà, les candidats aux élections présidentielles notamment affichaient cette envie. Notamment, je pense à un candidat de droite, Nicolas Sarkozy, qui ensuite a été élu et qui est devenu président de la France en 2007. Et lui, dans son programme, il l'a mis en place aussi, il voulait justement un petit peu libéraliser le travail et le marché du travail, et donc rendre possible le fait de devenir chef d'entreprise aussi. Ouais, alors surtout la flexibilité du travail, en fait. Donc voilà, promouvoir la liberté d'entreprendre. Et en fait, il voulait, lui, bousculer un peu les traditions, et c'est ce qu'il a fait. Il voulait, en fait, bouleverser le monde du travail qui jugeait un peu nécrosé. Alors nécrosé, ça veut dire un peu immobile, bloqué, inflexible, bouché, voilà, où c'est très difficile en France d'avoir de la flexibilité dans le monde du travail, de licencier quelqu'un, d'embaucher quelqu'un. Ça prend du temps, ça requiert des démarches administratives lourdes. Et donc Nicolas Sarkozy voulait changer tout ça. Et c'était un véritable séisme, un tremblement de terre à l'époque, évidemment. Ça a choqué plus d'une personne. On n'a pas précisé, mais en fait, il a créé le statut d'auto-entrepreneur. Ouais, c'est bien ça. C'est un premier pas, et puis ensuite ça a été surtout en fait développé, encouragé par le candidat. Alors pas le président suivant, hein, François Hollande, qui était socialiste, même s'il a aussi laissé faire ce mouvement-là, mais plutôt par le président actuel, Emmanuel Macron, qui lui vraiment a généralisé ce statut d'auto-entrepreneur. Et qui a même dépoussiéré en fait l'image de l'entrepreneur, parce que Emmanuel Macron, quand il est arrivé au pouvoir, il avait 40 ans, voilà, il était dynamique, il venait dépoussiérer, rendre plus moderne l'image de l'entrepreneur. Après, il faut dire que ça a été quand même bien aidé par un événement. L'arrivée de la pandémie, du confinement, du Covid, et en fait c'est vrai qu'après les gens ont voulu créer leur propre boîte, lancer leur entreprise, et ce statut d'auto-entrepreneur a été développé. Et là on est allé autour de 2020, 2021, surtout 2022, et là il y a eu une explosion de ces personnes, souvent des jeunes, qui se sont dit allez, on ne veut plus retourner dans le salariat, on ne veut pas aller au bureau, on ne veut plus avoir de pression, on veut avoir moins de charges, on veut être plus libre, décider des personnes avec qui on veut travailler, décider peut-être de nos horaires, avoir plus de flexibilité. Ça, c'est aussi l'événement, je pense, que c'est quand même la pandémie qui a bien aidé ça. Ouais, et puis Emmanuel Macron, alors moi je le dis parce que avant de créer la société, j'avais le statut auto-entrepreneur, à faciliter les démarches, et donc les démarches sont beaucoup moins lourdes qu'avant, tout se fait sur Internet, ce qui est bien en France, et aussi la fiscalité était un peu avantageuse. Alors
en tout cas quand on a moins de 30 ans et la première année où on a un petit peu moins d'impôts que par la suite. Donc voilà pourquoi Emmanuel Macron a joué dans le développement du statut auto-entrepreneur. Ouais, t'as raison de le dire, mais en fait, quand tu regardes les chiffres, là, j'avais oublié de signaler ça tout à l'heure, mais en fait, parmi toutes ces entreprises-là qui se créent, il y a plus de la moitié, 60% de ces nouvelles entreprises-là sont des micro-entreprises, donc des toutes C'est petites entreprises. l'auto-entreprise. L'auto-entreprise, donc un salarié, alors micro ça peut être aussi deux, on va pas rentrer dans les détails, mais voilà les toutes petites entreprises. Parce que le reste en fait des entreprises ne bouge pas. Oui, on parle vraiment là des gens qui se lancent à leur compte, donc qui travaillent pour eux-mêmes avec peut-être une personne qu'ils emploient, mais pas plus. Mais on l'a vu, hein, il y a une explosion de ces petites entreprises-là, c'est impressionnant. Et ouais, je pense qu'en fait, ce qui accompagne aussi le changement de mentalité sur l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a de plus en plus de success stories à la française qui sont liées à l'entrepreneuriat. T'as Donc des exemples ? les gens se projettent plus Ouais. et osent plus franchir le pas. 2 exemples. Je pense notamment à un exemple à Yuka. Ah, Yuka, l'application Yuka. Je ne sais pas si on a déjà évoqué cette appli dans un épisode, je ne crois pas. Je ne crois pas. Mais Pourtant, on l'utilise. c'est vrai que c'est une application faite qui permet de scanner. J'en ai déjà parlé à certains de mes élèves. Une application qui permet de scanner les produits au supermarché. Et grâce à ça, on peut voir en une seconde tous les éléments, les composants du produit, savoir si c'est tout simplement si c'est bon pour la santé, s'il y a des produits toxiques, s'il y a trop de sel, trop de gras. Et on a une note globale. Moi, je l'utilise un peu trop d'ailleurs. Je passe parfois un peu trop de temps au supermarché juste pour savoir si le produit est de bonne qualité. Et ça, c'est vrai que c'est très populaire, ça fonctionne très bien en France. Et ils sont en train là de se développer aux États-Unis. Donc Ouais. c'est vraiment une vraie success story. Je pense Donc, la aussi première, à BeReal, pardon pour mon accent, qui est un nouveau réseau social 100% made in France. Un réseau social sur lequel je ne suis jamais allé. Moi non plus. Alors ça s'appelle, il se revendique un peu l'Instagram de la vie moche. C'est-à-dire que chaque jour, les gens se prennent en photo où qu'ils soient Ok. et ils le partagent avec leurs amis. Et voilà, il y a beaucoup de success stories qui ont été aussi mises en avant par Emmanuel Macron qui veut que la France soit une startup nation. Ouais, et puis après, c'est vrai qu'il y a pas mal d'avantages parce que comme je disais tout à l'heure, depuis la pandémie, certaines personnes ont aussi peur d'être confrontées aux autres et puis on a aussi besoin parfois de donner du sens à sa vie, hein, comme on dit, donc faire quelque chose qui nous plaît. Et ces projets-là, en fait, c'est vrai que ça touche surtout les jeunes, hein. Chez les jeunes, ça a explosé. Moi, par exemple, pour reprendre le cas de ma sœur, elle est graphiste, elle était graphiste à Paris, elle travaillait dans une entreprise et puis en fait avec ce statut maintenant elle est auto-entrepreneuse et donc grâce à ce statut elle a pu ouvrir sa société, sa boîte et maintenant elle a pu déménager aussi hein, parce qu'elle a pu choisir finalement où vivre. Elle travaille à distance, elle habite à Lille dans le nord de la France et maintenant tout simplement elle peut décider de ses horaires, voilà, elle choisit pour qui elle bosse. Donc il y a quand même aussi des avantages. Cette souplesse rend les choses plus faciles pour nous, quoi. C'est plus un monde un petit peu à part, lointain, le monde de l'entreprise. C'est ça, c'est plus accessible et plus de gens peuvent s'y projeter. Et comme je disais, franchir le pas, peut-être dire que c'est pas tout rose, le monde de l'entrepreneuriat. T'avais vu une statistique sur ça, non ? Ouais, alors ma statistique que je retrouve, juste pour revenir sur les avantages, tu sais, je pensais à la raison économique. Aujourd'hui, en France, par exemple, l'inflation est importante. Les salaires, quand tu es salarié, ton salaire augmente chaque année, mais un petit peu. Il n'augmente pas aussi vite que l'inflation. Et donc, en tout cas, ça dépend. Pas toujours, mais le pouvoir d'achat n'augmente pas. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent, bon, je suis salarié, j'ai l'impression de travailler beaucoup, d'avoir du stress aussi, et alors que mon salaire n'augmente pas, donc pourquoi pas aussi prendre ce risque. Prendre le taureau par les cornes pour être peut-être plus rémunéré à sa juste valeur. Et se mettre donc à son compte. Et finalement, ma sœur qui vient de créer sa société, est-ce qu'elle prend beaucoup de risques ? Je ne suis pas sûr. Elle ne paye pas beaucoup d'impôts, très peu avec ce statut. Ça se fait, comme tu as dit, en un clic. Et c'est possible pour elle d'avoir plus de flexibilité et aussi de s'en sortir et peut-être de moins galérer que lorsqu'elle vivait à Paris, quoi.
Voilà. Ouais, alors peut-être pour ta sœur, mais on avait vu une stat Oui. qui disait Donc, que quand même tout n'était pas rose. Tout le monde n'a pas une success story quand il lance son entreprise en France. non, voilà. Donc ce chiffre, c'est en France en tout cas, je l'ai lu dans un bouquin, dans un livre l'année dernière. C'est qu'en fait, en France, parmi toutes les personnes là qui se lancent à leur compte, qui créent leur entreprise et qui sont solo, un peu seuls, seulement 2% de ces gens-là gagnent 2000 euros net par mois. Seulement 2%. Et ça, c'est au bout de quelques années. Hein. Je ne parle pas des premiers mois. Je crois que c'est au bout de 2 ou 3 ans. Et une autre stat que j'ai vue dans Le Monde cette fois-ci, c'est dans le journal Le Monde, c'est que 25% de ces gens-là gagnent 1400 euros. Et 1400 euros en France, c'est à peu près le SMIC, le salaire minimum, le SMIC. Donc finalement, voilà, ces gens-là, souvent, ils travaillent beaucoup. Hein. Ils ne font pas les 35 heures. Ils travaillent du matin au soir. Ils travaillent aussi parfois le samedi matin, le samedi après, le dimanche. Donc voilà, ça, c'est pas tout rose déjà. Non. Et puis, il y a plein d'autres inconvénients qui sont liés au risque de l'auto-entrepreneuriat, comme le fait qu'il n'y a pas de protection sociale. Donc, vous n'avez pas de chômage si jamais vous n'avez pas assez de travail. Et puis, voilà, comme je disais, pas de congé payé, pas de congé maternité, pas de congé maladie si vous avez un problème de santé. Donc, voilà, Ouais. c'est plus risqué. En tout cas, on marche plus sur des œufs. Pour ce statut-là d'auto-entrepreneur, donc c'est 60% à peu près voilà, des gens qui créent leur société. Après, il y a le reste aussi, hein, et c'est l'une des raisons, nous, pour lesquelles on n'a pas ce statut-là. On a créé une autre société avec un autre statut. Alors, c'est vrai que nous, on a plus de taxes, Violaine, on a plus d'impôts, mais on a aussi normalement, en tout cas à long terme, plus d'avantages, plus de cotisations, et c'est quand même en termes de droits sociaux un peu plus intéressant. C'est vrai. Voilà. J'ai juste un élément, Violaine, que j'aimerais te partager. J'aimerais avoir ton avis sur ce rapport à la peur de l'échec en France. Tu vois, je ne sais pas si ça a évolué, ça. C'est peut-être lié au fait que les Français maintenant se lancent plus. Tu sais, la peur d'être jugé par les proches, par le cercle familial, par les amis aussi, même les amis proches, qui te regardent un peu bizarrement si tu crées ta société et surtout si tu rates, si tu échoues, si tu te plantes, autre terme un peu plus familier, si tu ne t'en sors pas. Est-ce que c'est toujours mal vu ou est-ce qu'il y a un changement un petit peu de perception ? Non, je pense que c'est encore majoritairement mal vu. Et puis les parents, les grands-parents un peu plus conservateurs peuvent être effrayés quand on lance une entreprise en se disant mais c'est pas stable, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Oui, ça existe toujours. Oui. Ça me fait penser à une petite citation. L'échec, c'est pas de tomber, c'est de pas se relever. C'est beau, non ? C'est vrai. Mais non, je pense que c'est encore assez mal vu d'échouer en France. En tout cas, moi, c'est mon opinion et je pense que toi aussi, d'accord ? Ouais, je suis assez d'accord, même si, comme je te dis, je connais de plus en plus de gens qui se lancent. Donc, forcément, on va connaître des gens qui vont échouer et ça va se banaliser aussi. On va s'habituer à ça. Par contre, l'équilibre de la vie pro et de la vie perso, peut-être que aussi les gens finalement aujourd'hui acceptent de plus travailler qu'avant en France. Ouais, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. Ouais. On a perdu, la frontière entre la vie pro et vie perso est beaucoup plus floue et on entend beaucoup de gens dire mais moi ma vie c'est mon taf, c'est mon travail, c'est ma passion et il y a aussi cette idée de travail-passion qui fait qu'on travaille beaucoup plus et qu'on peut négliger notre temps libre et accepter de mordre un petit peu dessus avec notre taf. Oui, parce que quand on crée sa boîte, normalement, on crée quelque chose qui nous plaît, qui nous fait plaisir. Donc peut-être qu'on accepte plus davantage de passer du temps dessus que lorsqu'on était salarié et qu'on faisait peut-être un travail juste pour s'alimenter, comme on dit. Et puis aussi le rapport à l'argent peut-être a évolué. Les gens se disent finalement peut-être que je vais démissionner de mon emploi stable, de mon emploi de salarié. Je vais réduire mon salaire. Je vais peut-être perdre 200, 300, 400 balles, 400 euros par mois. Mais finalement, ils sont prêts à ça. Est-ce que l'argent est au cœur des préoccupations ? Évidemment que ça dépend des gens et que chaque profil est différent. Mais je sais que pour beaucoup, ça devient secondaire. C'est vrai qu'ils peuvent le sacrifier pour plus de confort de vie ou plus d'épanouissement personnel. Ouais, je suis assez d'accord. Donc voilà, en résumé peut-être, je pense qu'on peut le dire, la vision des Français concernant l'entrepreneuriat évolue, est en train de changer, avec
une reconnaissance aussi croissante, de plus en plus importante d'un point de vue économique, social. Il y a plus d'entreprises, plus de toutes petites entreprises. Il y a plus de liberté, on va dire, plus de souplesse, mais aussi voilà, plus de précarité. C'est ça. C'est le contre-coup. Ouais, c'est ça, plus de précarité, plus d'inégalité, plus de risques. Voilà, quand on lance un business, c'est quitte ou double. Soit ça marche, soit ça se plante. Tout à fait. Mais c'est un risque Donc, à prendre. c'est un risque à prendre, ouais. Ou pas. Ça dépend évidemment des gens. Il faut pouvoir évoluer et évaluer la chose. Juste, peut-être qu'on peut recommander quelque chose, une série qui est plus ou moins liée à l'entreprise, à ce monde-là, au monde du business. Et Il y a le qui business est- dans le nom d'ailleurs. Et qui est dispo sur Netflix, donc accessible à la majorité des gens qui nous écoutent. Série française. Family Business, créé par Igor Gotsman avec Jonathan Cohen. Tu connais le nom du réalisateur, Bien du sûr. créateur de nom, quoi, Bien comme sûr, ça, de qui est- mémoire. Je le suis sur Instagram. Qui voilà, a créé Family Business, qui a aussi, parce qu'il avait réalisé un film avant qui était aussi un peu culte pour les gens de notre génération, Five, avec Pierre Ninet. Oui, il y a une dizaine d'années. Très sympa. Donc, qui est aussi dispo sur Netflix. Donc voilà, Family Business, c'est l'histoire d'une famille qui a une boucherie à Paris dans le Marais et qui décide de se lancer dans un nouveau business un peu particulier. Un peu particulier, on ne va Ouais. rien dire, on ne va pas spoiler la suite, mais c'est drôle. Alors, à titre personnel, moi, à mon avis, j'avais adoré la première saison, elle m'avait fait beaucoup La saison rire. est incroyable. Et puis après, il y a quoi, 2 ou 3 saisons? Il y a 3 saisons. Et voilà, c'était pour moi un petit peu Ça lourd diminue ensuite, un peu, ça ouais. diminue. Mais au moins la première, c'est drôle, il y a pas mal d'ironie, beaucoup d'argot. Linguistiquement, c'est très intéressant. Donc voilà, on vous la recommande, même si je sais qu'elle est assez connue parmi les apprenants de français. Ouais. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à cette série. Et puis si vous voulez travailler votre compréhension aussi à partir d'une série, à partir de l'argot français, le français parlé, vous savez ou pas, peut-être, je ne sais pas encore, que nous avons préparé quelque chose aussi sur notre site internet, un petit programme qui, j'en suis sûr, vous sera utile. Voilà, si vous nous rejoignez, donc allez voir sur notre site. Voilà, Violaine, je pense qu'on a terminé notre conversation Ouais, je pour pense aujourd'hui. qu'on a terminé. Merci Nathan, et puis merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ouais, on espère que ça vous a plu, que vous en savez encore un peu plus sur notre société française. Et si vous avez peut-être, vous aussi, une entreprise, dites-nous comment ça se passe chez vous, dans votre pays, même si vous n'avez pas d'entreprise Ouais. d'ailleurs. Hein. On est très curieux de connaître votre avis. Peut-être que la situation est similaire. J'imagine qu'on se ressemble dans pas mal de pays quand même, mais il y a aussi toujours des petites particularités propres à chacun, avec des cultures différentes. Donc laissez-nous un petit commentaire sur votre application préférée. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas les 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Voilà, Violaine, on se retrouve la semaine prochaine, ça te dit? Allez, À bientôt, ciao. ciao.